Les Vases du C, tome 4, le professeur François Vasse, suite. Dimanche 8 juillet 2007. Juste avant les vacances d'été, comme à son habitude, Éléonore avait travaillé sur les chorégraphies qu'elle avait créées pour le spectacle de l'école de danse. Et cette année, Lisa faisait partie des danseuses en danse classique. Elle avait commencé l'année de ses 5 ans, mais c'était son premier spectacle. Sa mère avait travaillé surtout pour les sections moderne jazz et danse contemporaine. Les élèves de contemporain avaient dansé sur No Bravery de James Blunt et les 2 meilleurs élèves de ce cours firent un duo sur You Turn de Aaron. Pour les élèves du modern jazz, Éléonore avait chorégraphié Hung Up de Madonna et Rehab de Amy Winehouse. Toutefois, 2 chorégraphies qu'elle avait créées étaient tellement techniques mais si belles que les professeurs des sections concernées, Claudia et Sandra, lui avaient demandé de les danser elle-même en solo. Il s'agissait de Because of You de Kelly Clarkson et Chasing Cars de Snow Patrol. François était venu voir danser sa fille, mais avait été ébloui par les chorégraphies créées par Éléonore et encore plus par celles qu'elle avait dansées en solo. François et Éléonore avaient décidé pendant l'été 2007 de visiter le Portugal et avaient opté pour la voiture. Peu importait jusqu'où ils iraient, ils allaient prendre leur temps. Leur première halte pour la nuit avait été Bayonne, dans un hôtel situé sur les rives de l'Adour, à quelques pas de la cathédrale, avec une vue exceptionnelle sur la vieille ville. Après une nuit de repos, la famille entreprit la visite de la ville en commençant par les remparts aménagés en une agréable promenade, s'arrêtant régulièrement pour les enfants. Leurs pas les menèrent jusqu'au château vieux, en passant par la poterne. L'édifice, une des plus vieilles forteresses de la ville, était devenu un site militaire. C'est de là qu'était parti le convoi de mules qui transportait la rançon d'1 million de doublons requis pour la libération des 2 fils de François Ier, que ce dernier avait laissé en otage pour être libéré après sa défaite à Pavie contre Charles Quint, remarqua Éléonore. Tu imagines le traumatisme pour 2 enfants de 7 et 8 ans, déjà orphelins de mère et qui vont rester prisonniers en Espagne pendant 4 ans. J'imagine bien les séquelles psychologiques. Et il y en a eu. Si au début ils étaient bien traités, au bout d'un certain temps, les choses se sont compliquées, avec l'interdiction de sortir ou de voir la seule personne qui avait pitié d'eux. Qui donc? Éléonore de Habsbourg, la sœur de Charles Quint, veuve du roi du Portugal, qui était tombée éperdument amoureuse de François Ier, qui va d'ailleurs l'épouser pour respecter le traité de Cambrai. Tiens donc, Éléonore et François. Rien à voir avec nous, si ce n'est l'amour d'Éléonore pour François, car lui n'était pas amoureux d'elle. En tout cas, les 2 enfants ont été très marqués par leur détention, et le plus jeune, le futur roi Henri II, est même devenu hypocondriaque. Bon, je referme la page d'histoire, sinon je pourrais parler pendant des heures de cette période. Depuis l'allée de la Poterne, ils prirent la rue Notre-Dame pour accéder au centre piétonnier du Grand Bayonne, où se trouvait la cathédrale Sainte-Marie, qui étonnamment était de style gothique. Après concertation, ils gravirent les 200 marches de la tour sud pour profiter d'un panorama sur tous les toits de Bayonne. Ils firent une pause après la redescente pour les enfants. Puis, en contournant la cathédrale, ils jetèrent un œil au magnifique cloître, également de style gothique, et édifié à l'endroit où se trouvait un cloître roman. Depuis le cloître, la famille se dirigea vers la Nive, au bord de laquelle se trouvaient les halles de Bayonne, un marché couvert où dénichaient tous les produits de la gastronomie basque, tels que jambon, foie gras, piment d'Espelette, fromage au soirati, tomes de brebis, etc. Ils y firent leur pause déjeuner dans un des nombreux bistrots proposant des menus locaux dans une ambiance festive. Leur circuit touristique dans Bayonne se poursuivit avec la traversée de la Nive par le pont Marengo pour aller jusqu'au musée basque, afin d'y découvrir la culture et l'identité de la région, via l'histoire de Bayonne, mais aussi la vie des paysans et des bergers, les peintures, les danses et les jeux typiques de la région. En sortant de ce musée, sur le quai des Corsaires, ils se rendirent compte qu'ils étaient au cœur du quartier emblématique de la ville, le Petit Bayonne, un joli quartier animé avec de nombreuses boutiques, des bars, des restaurants, le quartier même où allaient se tenir les célèbres fêtes de Bayonne au début du mois d'août. Ils terminèrent leur promenade par la citadelle de Châteauneuf,
qui surplombait l'Adour et dominait la place Saint-André. Au retour, Éléonore ne put s'empêcher de s'arrêter dans une boutique particulièrement attirante, celle d'un chocolatier réputé de Bayonne. « Je reconnais bien là mon Éléonore et son radar pour les pâtisseries, les glaciers et les chocolateries, dit François en souriant. Venir à Bayonne, la capitale du chocolat, et ne pas s'arrêter ici, ça aurait été dommage. Évidemment, impossible de passer à côté, ajouta-t-il ironiquement. Ose dire que tu n'aimes pas le chocolat. Moi j'aime bien le chocolat, s'exclama Lisa. Moi aussi, dit Alexandre. Je m'incline, reconnut François. Finalement, il se laissa embarquer par les explications passionnantes du chocolatier et bien entendu, Éléonore se laissa tenter par un coffret découverte. Leur hôtel n'était qu'à 7 minutes de marche par le pont Saint-Esprit. Toute la famille dîna et se coucha tôt. Une longue route les attendait le lendemain. Mardi 10 juillet 2007. Arrivés la veille à Porto, ils avaient posé leurs valises dans un hôtel avec piscine, un peu à l'écart du centre, et réservé leur soirée au repos. Ils occupaient un petit appartement où parents et enfants avaient des chambres séparées. Au moins, François et Éléonore pourraient avoir leur intimité, un critère très précieux à leurs yeux. Leur visite de Porto commença par les quartiers principaux, dont le premier était à 10 minutes à pied de leur hôtel. Éléonore, qui connaissait la ville, estimait que tout faire à pied était le meilleur moyen de découvrir combien elle était riche en jolis détails architecturaux et à quel point son ambiance pouvait être agréable dans les quartiers populaires. Ils avaient donc débuté leur balade à Aliados. Cette zone majestueuse du centre historique de Porto, au-dessus de la Ribeira, hébergeait certains des monuments les plus impressionnants de la ville. Aliados, à Porto, servait souvent à désigner la place principale du quartier, site de nombreux bâtiments bourgeois et des constructions impressionnantes. Ils commencèrent à descendre l'Avenida dos Aliados. Pour apprécier ce quartier pleinement, il suffit de se tenir au centre de la place et de regarder tout autour pour saisir l'ampleur de sa beauté, annonça Éléonore. C'est le point central qui va nous permettre de rejoindre rapidement certains des plus beaux monuments de la ville. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas loin de l'hôtel, constata François. Mon amour, j'ai une totale confiance en toi comme guide touristique. Ils rejoignirent la Praça dos Aliados, au nord de laquelle ils admirèrent l'hôtel de ville de Porto, un établissement de granit surmonté d'une tour avec un cadran, qui n'était pas sans rappeler l'Opéra de Paris si on occultait la tour. Plus bas, ils croisèrent le Monumento Almeida Garré, une statue de bronze d'un écrivain, dramaturge, poète, homme politique parmi les plus célèbres du Portugal et une figure de proue du romantisme dans le pays. Plus loin sur la place, la petite famille fit une mini-pause face à une jolie fontaine, ou plutôt un petit bassin, avant de continuer vers une seconde fontaine en marbre et en calcaire, celle de la jeunesse et de la fille nue. La Fonte da Juventude Fonte Menina Nua. Cette fontaine a fait polémique quand elle a été achevée en 1929. Il n'y a pourtant pas de quoi. Oui, mais sous la dictature de Salazar, la censure de l'Église restait forte. Ils poursuivirent leur découverte des monuments avec la statue équestre de Dom Pedro IV. Aux abords de la place étaient hébergées de nombreuses banques dans de magnifiques bâtiments. En à peine 5 minutes, ils avaient rejoint la gare de São Bento. Éléonore traîna tout son petit monde dans la salle des pas perdus. Là, François resta bouche bée devant les superbes fresques en azulejos qui retraçaient l'histoire du Portugal et des scènes de la vie populaire. Il y avait aussi une frise en couleur sur l'évolution des moyens de transport dans le pays. « C'est vraiment magnifique, dit-il encore ébahi. Ces azulejos sont bleus comme tes yeux, mon chéri. C'est vrai que c'est superbe. Sauf qu'à l'époque, l'architecte qui avait conçu la gare comme un monument avait un peu oublié l'objectif de l'édifice et négligé un aspect pratique essentiel. Ah oui? Quoi donc? Il avait complètement oublié de prévoir les guichets de vente des billets de train. Dans une gare, et surtout un monde où l'argent domine tout, c'est effectivement une sacrée bourde. Le petit groupe obliqua vers l'ouest pour trouver la fameuse Torre dos Clérigos do Porto. Cette tour me fait penser un peu à la Toscane, dit François. Et c'est la plus haute tour du Portugal. Nous pouvons monter si tu en as envie. De là-haut, nous aurons un des plus beaux panoramas sur la ville.
En revanche, il y a plus de 200 marches, et en haut, il faudra faire attention aux enfants. Allez, soyons fous, je m'occupe d'Alex, tu prends Lisa. Ok, c'est parti. Ils firent une pause sur un des paliers de l'abrupte montée pour admirer les 49 cloches, la plus grosse ayant un diamètre d'1,50 m. Et arrivés au sommet, ils ne regrettèrent pas leur effort. Seulement, il fallait redescendre. Les enfants étaient fatigués. Éléonore les emmena à la librairie Leilou Irmão, toute proche, où ils allaient pouvoir se poser et regarder tranquillement des BD. Mais, comme leur père, ils furent plus attirés par le cadre que les livres. C'était bien ce que visait Éléonore en les faisant entrer dans cet endroit. Elle-même en était tombée amoureuse des années auparavant. Elle avait eu à l'époque l'impression d'être dans un cabinet de curiosités dédié à la littérature ou dans une somptueuse bibliothèque de château, avec ses rayonnages en bois sculpté qui envahissaient tous les murs. Les livres anciens et modernes grimpaient jusqu'au plafond, eux aussi en bois sculpté. Sur les murs de la librairie, on devinait aussi les bustes des grands écrivains portugais. Eissa de Queiroz, Camilo Castelo Branco, ou encore Teófilo Braga. En levant les yeux au ciel, on pouvait apercevoir un gigantesque vitrail qui recouvrait la surface du toit, sur lequel était inscrite la devise des frères Leilou, Decus in labore, c'est-à-dire dignité dans le travail. Mais c'est surtout l'escalier de carmin à double entrée qui faisait la célébrité de la librairie. « Dis-moi, mon amour, à quoi te fait penser cet escalier » demanda Éléonore. « J'ai l'impression d'être dans un film de Harry Potter. » Et il y a une raison à ça. J.K. Rowling a séjourné 2 ans à Porto, où elle enseignait dans un institut de langue. Certains disent qu'elle aurait écrit le premier tome de Harry Potter dans cette librairie. Mais ça, c'est faux. En revanche, ce qui est vrai, c'est que Rowling était une cliente régulière et s'en est inspirée pour de nombreux lieux évoqués dans son livre, comme la librairie Fleury et Batt et les fameux escaliers de l'école de Poudlard. Mais ce premier tome, elle l'a bel et bien écrit à Porto, dans le café Majestic, où nous irons à l'heure du thé. Alors, chérie, tu m'étonneras toujours par l'étendue de ta culture générale. Je n'ai aucun mérite. J'adore les livres et tout ce qui s'y rapporte. De plus, j'ai étudié la littérature anglaise et américaine à la fac et j'ai continué depuis. Tu ne pourras pas t'en rendre compte parce que ce sont les vacances scolaires, mais Rowling s'est aussi inspirée des robes et capes noires portées par les étudiants portugais tout au long de l'année pour l'uniforme des élèves de Poudlard. Ce n'est pas tout ça, mais il est temps d'aller manger quelque chose. Vous n'avez pas faim? Si, moi j'ai faim, dit Lisa. Alors on y va. Je prends juste un bouquin que j'ai repéré au passage. Éléonore les emmena au marché du Bolhão, le plus emblématique de la ville de Porto et surtout le centre névralgique de la gastronomie du nord du Portugal. L'endroit était vivant, coloré et dépaysant, avec sa grande et belle halle abritant une ribambelle de boutiques couverte de toits d'ardoise et surmontée d'une galerie à claire-voie. C'était aussi le lieu idéal pour casser la croûte. À 10 minutes du marché, la cathédrale de Porto, la Sé, l'un des plus anciens édifices de la ville, rassemblait un ensemble d'éléments architecturaux intéressants. La cathédrale elle-même, un musée, un cloître et une esplanade monumentale. La cathédrale avait subi au cours du temps de nombreuses modifications. C'est pourquoi on observait aussi bien des traces d'architecture romantique pour la façade, baroque pour l'église, que gothique pour le cloître. Très riche en détails, l'intérieur de la cathédrale était parsemé d'autels en or ou en argent. L'une des façades extérieures, ainsi que les murs du cloître, avec leurs arcs en granit, étaient recouverts de magnifiques azulejos, les plus vieux de toute la ville. En haut, ils accédèrent à la terrasse du cloître, ce qui leur permit d'admirer l'architecture de la cathédrale d'un point de vue différent, ainsi que d'autres azulejos qui ornaient les murs du premier étage, où se trouvait l'accès à la Casa do Cabello et son capitular, avec son toit en bois, décoré de peintures datant du XVIIIe siècle. Ce qu'il ne fallait surtout pas rater, c'était la vue imprenable depuis la fenêtre sur les quartiers de la Ribeira et le fleuve Douro. Devant la cathédrale, le Terreiro da Sé, une grande esplanade, offrait aussi une vue magnifique sur Porto. Mais ce qui attirait tout de suite l'attention, c'était une grande colonne aux allures gothiques, juste en face de l'entrée de la cathédrale. « À quoi servait cette colonne » demanda François, certain que sa femme aurait la réponse.
Beaucoup disent que c'était le lieu des exécutions de prisonniers. Mais c'est une croyance populaire erronée puisque cette colonne a été installée en 1940. La mairie l'avait placée là après avoir rasé les habitations devant la cathédrale pour construire l'esplanade. Le véritable peloton d'exécution se trouvait en réalité sur la muraille Fernandina, à quelques minutes à pied. En revanche, j'ignore à quoi servait cette colonne. Ainsi qu'elle l'avait promis, Éléonore les ramena vers le Majestic à l'heure du thé pour un petit voyage dans le passé. Cet établissement restait en effet l'un des plus beaux exemples d'art nouveau de la ville, avec sa façade de marbre typique des réalisations de cette époque, tout comme les statues et les vitres permettant de distinguer l'intérieur depuis la rue. À l'intérieur du café, les immenses moulures en bois qui ornaient les parois, les lustres, les peintures au plafond et les sièges de cuir offraient une atmosphère chic qui les plongea dans une autre époque. En y faisant une pause, ils n'avaient plus l'impression d'être en 2007. Malgré le prix, Éléonore et François prirent un Majestic Afternoon Tea avec son thé et son assortiment de petits délices sucrés et salés. Les enfants préférèrent une boisson fraîche, mais ne refusèrent pas les petits délices sucrés qu'avaient commandés leurs parents, tels que la compote de fraises et les mini-pâtisseries. Ils laissèrent aux deux amoureux les scones et les délices salées tels que les sandwichs au concombre et au fromage, ceux au saumon, ainsi que ceux au poulet et bacon. Ensuite, ils descendirent en direction de l'eau pour profiter un peu des ruelles tortueuses du quartier et ne tardèrent pas à rejoindre les quais, qu'ils longèrent pour une charmante promenade de fin d'après-midi, avant de remonter vers la ville haute, tranquillement, en passant par le Jardim da Cordoaria, un petit parc urbain historique pour se détendre agréablement sur les bancs entre les plantes, des arbres, un bassin et une fontaine ornementale et les différentes sculptures. Ce parc historique occupait le centre d'un pâté de maisons, regroupant le musée d'histoire naturelle de la faculté de sciences, la chapelle de Saint-Joseph de Taipas, la tour d'éclair, dont ils avaient grimpé les 200 marches, et l'église baroque rococo des Carmes. Ils débusquèrent une pépite pour leur dîner à 5 minutes de leur hôtel. Dans ce petit restaurant dissimulé dans une petite rue, ils dégustèrent une très bonne cuisine locale dans une salle aménagée dans une cave. D'emblée, ils réservèrent pour le lendemain soir. Mercredi 11 juillet 2007. Les enfants ne les réveillèrent pas trop tôt. Le second jour de visite de la seconde ville du Portugal fut consacré à Vila Nova de Gaia, face à la Ribeira. En un quart d'heure, ils étaient arrivés au pont Dom Luís I, le fameux pont conçu par un disciple de Gustave Eiffel sur le Douro. Ils passèrent par le niveau inférieur pour traverser le fleuve, réservant le niveau supérieur pour le retour. La rive de Vila Nova de Gaia était moins exposée au soleil que la rive opposée et plus adaptée pour les caves du célèbre vin de Porto. Il était difficile de venir à Porto sans visiter au moins une cave. Au plus connu, Éléonore préféra une petite cave familiale et accessible à pied depuis les quais. Son choix s'avéra payant, car la visite ne durait pas trop longtemps pour les enfants. Elle avait ensuite réservé une promenade sur le Douro en Rabelo, un de ces bateaux traditionnels qui servaient autrefois à transporter les barriques du célèbre vin de Porto jusqu'au port Vila Nova Gaia. Le bateau les emmena sous les 6 ponts de la cité jusqu'à l'embouchure du fleuve dans l'Atlantique. Ce fut l'occasion de voir la ville de Porto autrement, avec ses différents quartiers, et de connaître l'histoire des différents ponts. Le pont Dom Luís I, qu'ils avaient traversé à pied, le pont d'Winfanch et son architecture audacieuse, le pont Maria Pia, qui fut le premier pont ferroviaire à joindre les deux rives, le pont de San Juan et ses piliers impressionnants construits pour remplacer le précédent désaffecté, le pont do Freixo, qui était en réalité une combinaison de 2 ponts espacés de seulement 10 cm, et enfin le pont da Rábida, le dernier pont avant que le Douro se jette dans l'océan avec un point de vue exceptionnel sur le quartier de Foz do Douro et le phare le plus ancien du pays, la Capella Faro de São Miguel o Anjo. Cette promenade d'1 heure fut un répit bienvenu pour Lisa et Alex, qui, avec leurs petites jambes, fatiguaient plus vite que leurs parents. Mais ces derniers apprécièrent aussi de pouvoir admirer la ville serrée l'un contre l'autre. Éléonore, la tête nichée dans le cou de François, se laissait bercer par les battements de son cœur. En redescendant du Rabelo, ils firent un tour sur le marché de Gaia.
le Mercado Beriario, son choix de restaurant et ses stands de produits artisanaux. Ils prirent leur repas de midi confortablement installés sur les tables disposées au centre. Leur promenade digestive dans les ruelles derrière les quais leur fit découvrir des habitations typiques portuaires du pays. Enlacés, Éléonore et François, tenant chacun un de leurs enfants par la main, se dirigèrent vers le pied du pont Don Luis pour monter jusqu'à Serra do Pilar, par les ruelles pentues. Avant d'entreprendre leur ascension, ils restèrent un moment à observer les gamins, parfois très jeunes, et les ados, qui plongeaient dans l'eau d'Ouro, depuis l'étage inférieur du pont, au mépris de tout danger. Du monastère de la Serra do Pilar, surplombant la plateforme haute du pont, ils profitèrent d'une magnifique vue sur Porto, avec une vision plus large vers l'est de la ville et le Douro. Le monastère conservait une église de forme circulaire et un cloître. « Cette église me fait un peu penser à l'église de Santa Maria Rotonda à Rome, dit Éléonore. Celle du Panthéon ? Ouais, un peu. Évidemment, celle de Rome n'est pas peinte en blanc comme celle-ci, et la coupole du Panthéon est unique. Impossible de la comparer au toit hémisphérique couvert de tuiles de cette église. Le destin du monastère n'a lui non plus rien de commun avec le Panthéon, puisqu'il est devenu une forteresse improvisée et une caserne militaire. La famille redescendit ensuite jusqu'au Jardim do Moro, qu'ils avaient longé en montant vers le monastère. Avec ses arbres exotiques, ses cavités de pierre et ses petits bancs qui bordaient les étendues d'herbe, il offrit aux deux amoureux et à leurs deux enfants un petit coin sympathique pour se détendre. Il y avait aussi de quoi se désaltérer sur place. Éléonore et François seraient bien restés à contempler la vue du pont, sur les quais de Porto, et pour voir le soleil se coucher, en écoutant un concert. Mais les enfants étaient fatigués et avaient envie de rentrer. Ils prirent donc le métro, qui les fit passer par la partie supérieure du pont, et les emmena en un peu plus d'un quart d'heure juste à côté de l'hôtel. Là, parents et enfants se délassèrent au bord de la piscine jusqu'à l'heure du repas. Jeudi 12 juillet 2007. Éléonore s'était levée tôt et terminait sa séance de yoga matinale. François venait juste de se réveiller, et debout près de la porte-fenêtre, elle le contemplait en souriant, avec ce sourire qu'il avait toujours aimé. Il se leva et s'approcha d'elle. « Comme tu es belle, mon amour. » Il lui enlaça la taille et la fixa de ses yeux d'un bleu intense qui exprimait tout son amour et son bonheur. Ses yeux sont du même bleu qu'au sommet du glacier de Célier, au printemps, quand la couche superficielle de glace a légèrement fondu et que le ciel vient s'y refléter, pensa-t-elle. Toi aussi, tu es tellement beau. Elle lui passa les bras autour du cou et ressentit ce charisme naturel auquel peu résistaient et surtout pas les femmes. Il se pencha pour l'embrasser, espérant bien ne pas s'arrêter là. Sa langue écarta doucement les lèvres d'Éléonore et s'enfonça dans sa bouche tiède et douce. La jeune femme explora la sienne, fermant les yeux, pour laisser les sensations qu'il suscitait se diffuser dans tout son corps. Il se pressa un peu plus contre elle, savourant le contact de son corps. Puis il recula pour mieux la voir, et, soudain impatient, il baisa son cou, goûtant sa peau salée, et glissa une main sous le débardeur pour enserrer dans ses doigts la rondeur ferme d'un sein. Il sentit le mamelon durcir au creux de sa paume. Il souleva le vêtement et l'aida à l'enlever, puis elle ôta son shorty. Il se remplit les yeux de son corps nu au soleil. Son beau visage souriant, son corps svelte, ses seins hauts et fermes, ses mamelons érigés, son ventre plat, les poils blonds foncés de sa toison. Les larmes lui montaient aux yeux tant il l'aimait, tant il la désirait. Éléonore se glissa entre ses bras et ferma les yeux tandis qu'il embrassait sa bouche, son cou, et lorsqu'il saisit ses seins dans ses mains douces, elle s'empara de son sexe dressé entre les siennes. Il fleura de sa langue sa peau salée, puis son cou jusqu'à sa poitrine, caressant ses seins. Lorsqu'il prit un mamelon dans sa bouche, elle retint sa respiration. Une onde d'excitation la parcourut jusqu'à son intimité, puis une autre quand François saisit l'autre mamelon entre ses lèvres, tout en titillant le premier avec ses doigts. Éléonore gémit et s'abandonna. François agaça de sa langue les deux tétons dressés, avant de descendre jusqu'au nombril, jusqu'au pubis, glissa sa langue tiède dans la fente, lécha le clitoris. Des sensations brûlantes transperçaient Éléonore, qui cambrait le dos pour s'offrir à lui. Un cri s'échappa de ses lèvres. Prenant les fesses rondes de sa femme dans ses mains, il la plaqua contre lui et introduisit sa langue dans son vagin en effleurant
son clitoris durci. Debout, les mains sur les bras de François, Éléonore haletait entre deux gémissements. À chaque coup de langue, elle sentait la vague de plaisir monter puis la submerger. François savoura la chaude humidité de sa compagne. « Tu m'as eu par surprise, dit-elle en ouvrant les yeux. « Je sais, répondit-il malicieusement. Elle le poussa alors sur le lit et s'allongea sur lui, l'embrassa, reconnaissant sa propre odeur sur les lèvres de son mari. Puis elle lui mordilla le lobe de l'oreille et le cou, baisa son torse et effleura tout son corps avec sa langue, jusqu'à ce qu'elle rencontre son membre viril dressé. Il s'abandonna à son tour, quand la bouche de la jeune femme s'en empara et se laissa envahir par la sensation de cette bouche qui montait et descendait en aspirant. Mais brusquement, après avoir apprécié les jeux préliminaires, il eut envie de plus. Il la fit s'agenouiller puis s'asseoir sur lui, ses jambes entourant son bassin. Il la prit dans ses bras, l'embrassa avec une impétuosité qui le surprit lui-même, la tenant étroitement serrée. Il couvrit son cou et ses épaules de baisers, caressa ses seins. Éléonore sentait la verge de François contre elle, si dure qu'elle la soulevait presque. Parcourue de nouveau par des ondes brûlantes, tandis que François suçait avidement ses tétons, elle se souleva un peu et se renversa en arrière. Elle sentit sous elle le membre viril dressé fièrement, se souleva encore et le guida en elle. Ce fut plus que François n'en pouvait supporter quand elle descendit, son vagin humide et brûlant en serrant son sexe. Elle arqua le dos tandis qu'il la retenait contre lui d'un bras, pour garder un mamelon dans sa bouche, tout en caressant l'autre, comme s'il ne pouvait se rassasier d'elle. La respiration d'Éléonore s'était accélérée, et elle sentait le plaisir croître à chaque mouvement, émettant de petits cris. Soudain le désir de François se fit encore plus violent, s'intensifiant à chaque montée, chaque descente. Il lâcha les seins d'Éléonore, s'appuya sur les mains et se renversant, il poussa, se retira et poussa de nouveau. Ils crièrent tous deux tandis que les vagues de plaisir montaient à chaque coup de boutoir jusqu'à l'explosion finale. Après quelques poussées, François se laissa retomber sur le lit et Éléonore s'écroula sur lui, la tête sur son torse, puis se redressa. Il lui sourit quand elle se souleva pour se dégager. Il aurait aimé rester en elle, contre elle, plus longtemps, mais il devait se lever avant que les enfants se réveillent. Bien leur en prit, car ils avaient tout juste fini de prendre leur douche lorsque Lisa et Alex firent leur apparition. Ils réservèrent leur matinée à Miragaia, l'ancien quartier juif de la ville, plein de charme et pittoresque, qui les ravit. Ils montèrent, descendirent, se perdirent dans de très jolies ruelles pavées avec ses maisons colorées et ses beaux jardins. Le nom de certaines rues rappelait la présence des réfugiés juifs et arméniens. Située à l'ouest de la ville, entre les rives du fleuve Douro et la colline, cette partie de la ville, qui avait préservé son charme, leur offrit un voyage dans le temps, dans un Porto plus calme, plus traditionnel. J'aime beaucoup ce quartier de Porto dont on ne parle pas ou peu dans les guides. Il me fait penser à l'Alfama de Lisbonne. Tu verras. Je suis sûre que tu aimeras Lisbonne. Moi, je suis surtout sûre de t'aimer, toi. Il y avait de très jolis espaces verts à Miragaia. La ville fit une pause en l'un d'eux. Le Parque de Horta das Virtudes, un jardin sur plusieurs niveaux avec une belle vue sur le fleuve, paisible, idéal pour admirer les couchers de soleil. Ils firent une autre halte dans le superbe jardin du Palais de Cristal, qui regorgeait de fleurs, de fontaines, de sculptures et de paons, de poules et de coqs, de canards en liberté, qui réjouirent les enfants, pendant que les parents jouissaient d'un panorama à couper le souffle sur le Douro, s'embrassant tout en gardant un œil sur Lisa et Alex. Le quartier de Miragaia possédait aussi quelques jolies églises, notamment l'église de São Pedro, l'une des plus anciennes du Portugal et un symbole du quartier. Elle mélangeait les styles architecturaux, une partie romane, une façade et des intérieurs rococo, avec un maître-autel richement décoré. À 5 minutes de marche par une rue très pentue, ils atteignirent le mirador Bandeirinha da Saúde et sa vue imprenable sur le bas de Porto, les quais et la ville de Vila Nova de Gaia sur la rive opposée. Pour le repas du midi, Éléonore avait sa petite idée, et chemin faisant, elle émit sa proposition. « Pendant que nous sommes à Porto, j'aimerais vous faire goûter un plat particulier. La francesinha. »« C'est quoi ?» demanda Lisa.
Eh bien, la francesinha est un sandwich de pain de mie fourré avec de la linguiça, une saucisse fraîche portugaise, du jambon et de la viande de bœuf. Le tout est recouvert de fromage fondu et noyé d'une sauce à base de tomates, bière et piment. On peut aussi demander en extra un œuf au plat et des frites pour accompagner le tout. C'est ce qu'on appelle alors une francesinha especial. Un peu bourratif, non? Intervint François. C'est le moins qu'on puisse dire, dit en riant Éléonore. C'est pour ça que 2 francesinhas pour 4 seront largement suffisantes. Mais dis-moi, je ne parle pas portugais, mais francesinha, ça sonne français? Bien vu, professeur Vasse. Ça veut dire petite française, pour son origine vraisemblablement liée à la France. Mais les théories divergent. Selon une de ces théories, pendant les invasions des troupes napoléoniennes, les soldats français avaient l'habitude de manger du pain avec n'importe quelle viande et beaucoup de fromage. Les habitants de Porto s'en seraient inspirés et auraient ajouté la sauce à cette recette. Une autre théorie, plus récente et la plus populaire, en attribue la création à un employé du restaurant Regaleira dans les années 50, qui aurait ramené cette idée de son séjour en France, se basant sur notre fameux croque-monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? On va la goûter, cette spécialité, demanda François. Moi, j'aime bien les croque-monsieur, dit Lisa. Moi aussi, dit Alex, en sautant sur place. Bien, allons-y alors. Tout en discutant, ils étaient arrivés en vue du restaurant où la jeune femme voulait leur faire tester le fameux sandwich local. Ils commandèrent une francesinha traditionnelle et une spéciale pour faire plaisir aux enfants qui voulaient des frites. Quand il vit arriver le fameux plat, François ouvrit de grands yeux. « Je comprends pourquoi tu ne voulais en prendre que 2 pour 4. Déjà, avec ça, il va falloir faire quelques kilomètres pour éliminer les calories, dit-il en riant. » Les enfants, eux, ne se firent pas prier pour attaquer la spécialité, recouverte de sauce et les frites. Ils demandèrent même un dessert, avec un gâteau au chocolat. « Au melhor bon chocolat do monde », leur dit le serveur. Lisa et Alex eurent l'air d'accord avec cet avis et dévorèrent leur gâteau, dont ils accordèrent un petit morceau à leurs parents. Pour digérer, ils repartirent à l'assaut d'un autre quartier peu visité par les touristes. Bonfim, à l'est du quartier Aliados, et proche de la gare de Campagna. Ce quartier avait toujours été plein de vie avec de nombreux artisans. Il abritait désormais de nombreux petits restaurants branchés, des galeries d'art et d'autres espaces créatifs très sympas, montrant un Porto très vivace culturellement. Ils flânèrent entre des boutiques de créateurs et des petits cafés innovants qui côtoyaient des structures traditionnelles, fleurant bon le Porto d'antan. Leur flânerie les mena jusqu'à l'église Matrice de Bonfim, une jolie église de style néoclassique, dotée de 2 clochers et dont l'intérieur valait le détour, notamment pour son retable représentant le calvaire. Le quartier était aussi doté de plusieurs jardins très agréables où se promener. Ils traversèrent le jardin d'Otto Francisco Sacarneiro, un jardin circulaire avec une sculpture en hommage à l'ex-premier ministre décédé dans un accident d'avion dont l'espace portait le nom, et le parc de Nova Sintra, avec sa vue sur le fleuve, sa forêt de feuillus, ses nombreuses allées et chemins. Les anciennes sources et fontaines de Porto avaient été déplacées dans cet espace vert, au moment de l'installation progressive de la canalisation d'eau dans la ville. S'y trouvait aussi le musée militaire de la ville. Ils y firent une courte visite pour faire plaisir à Alexandre, qui voulait voir les uniformes, les armes d'époque et la belle collection de soldats miniatures. Le petit garçon voulait voir celui de son papy Jacques, mais eut du mal à comprendre que son grand-père avait été officier dans la marine nationale française et non dans l'armée portugaise. Éléonore sollicita l'aide d'un militaire présent, employé du musée. Elle lui expliqua que son père était officier dans la marine française et que son fils cherchait à tout prix des soldats miniatures représentant des marins français comme son grand-père. Charmé par le sourire désarmant de cette sublime blonde qui parlait parfaitement portugais, le militaire se fit un devoir de mener Alex à ce qu'il cherchait. Il fut ravi quand il découvrit quelques armes françaises et des soldats miniatures de l'armée française grâce aux soldats envoûtés par sa mère. Un peu plus loin, en revenant vers leur hôtel, au bout d'une des rues les plus commerçantes de la ville, la Rua Santa Catarina, Éléonore fit découvrir à François la superbe Capella das Almas, la chapelle des âmes, célèbre pour sa façade tout en azulejos et son style baroque. « Je vais vous emmener dans un endroit particulier de Porto avant de rentrer,
Mais nous allons prendre le métro. Qu'est-ce que tu mijotes encore demanda François en l'embrassant dans le cou. Je veux simplement vous montrer la Casa da Musica. La Casa da Musica se trouvait dans le quartier de Boa Vista, à côté de la place d'Albuquerque, une grande place foisonnant de jardins et d'endroits où se détendre, et au centre de laquelle se trouvait une statue de 45 mètres, attirant tous les regards. Il s'agissait d'un monument aux morts de la Grande Guerre péninsulaire, représentant un lion sur un aigle, entouré de soldats à cheval, et commémorant la victoire de l'alliance britannico-portugaise sur les troupes napoléoniennes. Le bâtiment, consacré à la musique dans son ensemble, était atypique, avec une architecture audacieuse. Éléonore leur proposa soit une visite guidée d'1 heure, soit un encas dans le bar de l'établissement, soit un moment de détente dans l'auditorium selon la programmation du moment. L'architecte Coulas, que doit connaître Laurent, a employé différents matériaux qu'il a juxtaposés de manière plutôt inattendue, dit Éléonore. Il y a beaucoup de béton armé, brut de décoffrage, pour les surfaces intérieures et extérieures, mais il contraste avec le verre et le métal. Et la salle de concert principale est décorée de bois garni de feuilles d'or dessinant des zébrures. C'est assez inattendu. Enfin, le salon VIP est couvert de carreaux d'azulejos rappelant la tradition portugaise. C'est sûr que Laurent, lui, choisirait la visite. Remarque, j'aurais un sujet de conversation qui a trait au métier de mon frère pour une fois. Va pour la visite. Et rien ne nous empêchera d'aller boire quelque chose au bar, après, ou d'aller à l'auditorium. Ils suivirent donc la visite guidée en anglais, qui s'avéra passionnante, avant d'aller prendre un verre au bar. Malheureusement, ils ne purent voir le concert qui aurait intéressé François, celui du quatuor Diotima. Ce dernier, qui avait joué à la Villa Médicis le 27 juin, était à Aix-en-Provence du 29 juin au 22 juillet, et ne serait en résidence à la Casa da Musica qu'après. Ils enchaînèrent donc avec la visite du Jardim da Rotunda da Boa Vista, bâti sur plusieurs étages et qui offrait un beau panorama sur le Douro et parfait pour se détendre avant le dîner. Vendredi 13 juillet 2007. La famille Vaz avait prévu une croisière sur le Douro et était partie de la gare de San Bento pour un trajet en train jusqu'à Pinhão, un charmant petit village de la région viticole du Haut-Douro, avec une gare hors du temps, couverte d'azulejos polychromes, qui d'un côté représentait les étapes des vendanges et de l'autre les paysages de la région. De là, ils avaient embarqué sur un rabello pour la croisière proprement dite, jusqu'à la Quinta de Romaneira et retour. La Quinta de Romaneira était un domaine ancestral du Douro, produisant des grands vins rouges, rosés et blancs, et des vins de Porto traditionnels. Sur chaque rive du fleuve, les paysages étaient splendides, zébrés de murets de pierres sèches et de vignes implantées en terrasse, sur le sol schisteux de la région, si favorable à cette culture. Même les maisons étaient en schiste. Après une visite de cave assortie d'une dégustation de vin moscatel avec les viticulteurs, ils dégustèrent un repas typique du Douro, cuit dans des pots de fer. Le reste de l'après-midi fut consacré à Favaios et à la visite du musée du pain et du vin et de la boulangerie de Favaios, avec la fabrication artisanale du pain. Éléonore expliqua à ses enfants la fabrication du pain, un domaine qu'elle connaissait particulièrement, puisque son grand-père maternel était boulanger et issu d'une lignée de boulangers. « J'ignorais que le père de Laurence était boulanger, constata François. Ça fait 8 ans que nous sommes mariés et j'en découvre encore sur toi. Au moins, tu me redécouvres à chaque fois. Ça t'évite de te lasser de moi. Je n'avais jamais eu l'occasion d'en parler jusqu'à aujourd'hui. J'avais 14 ans quand il est mort, et ma grand-mère est morte peu après lui. Je l'aimais beaucoup, je passais beaucoup de temps dans son fournil. Quand je pense à lui, je sens l'odeur du pain chaud, précisa-t-elle, les yeux un peu trop brillants. François la prit dans ses bras en la voyant si émue. Il lui souleva le menton d'un doigt et effleura ses lèvres avec douceur. « Je t'aime, et je ne me lasserai jamais de toi, murmura-t-il. Moi non plus, je ne me lasserai jamais de toi. Je t'aime tant, mon amour. Si un jour tu ne m'aimais plus, je ne sais pas ce que je ferais. Ça n'arrivera jamais, jura-t-il en la serrant contre lui. Ils étaient rentrés à Porto vers 18h30. Après s'être détendus au bord de la piscine, la famille retrouva son petit restaurant des 2 premiers soirs pour le dîner.